Ceinture. Des pilotes experts Pas de soucis. Ils étaient tous chevronnés. Top. poussent un avion de ligne à sa limite. Sur vitesse. C'est un environnement exigeant. Lâchez tout. Vont-ils trop loin? Vous voulez faire des 360? Les cadres sans arrêt. Vous croyez que c'est normal? Mènent-ils leur avion à sa perte? Les enquêteurs sont face à un terrible mystère. L'anti-décrochage n'a pas fonctionné. Pourquoi un des avions les plus perfectionnés du monde a-t-il décroché et comment éviter que cela ne se reproduise? Des ingénieurs d'Air New Zealand se préparent pour un vol particulier. Messieurs, bonjour. Alors, pas de problème mécanique? Depuis 3 semaines, ils effectuent une visite de maintenance complète sur un Airbus A320. Tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Aujourd'hui, le commandant de bord, Norbert Kappel, s'apprête à tester les systèmes automatisés en vol. On dirait que c'est mon tour. XL Airways Germany louait l'Airbus A320 à Air New Zealand. Mais l'appareil vient d'être repeint aux couleurs de son propriétaire. Il ne reste plus qu'une étape avant sa restitution. Vos ceintures. Tout le monde est prêt? Oui. Avant de rendre l'Airbus à Air New Zealand, XL Airways doit démontrer qu'il est en parfait état de marche. C'est exactement comme quand on rend une voiture de location. Le loueur la reprend, puis il l'inspecte pour s'assurer qu'elle n'a pas été accidentée ou abîmée d'une manière ou d'une autre. Il vérifie que tout fonctionne normalement. Triple 8 Tango, vous êtes prêts? L'avion sera piloté par le commandant Kappel de XL Airways Germany. 2 minutes. L'officier pilote de ligne Theodor Ketzer l'aidera à surveiller les instruments. On est prêt dans 2 minutes. Le commandant Brian Orell d'Air New Zealand est aussi à bord. Il fera faire aux pilotes allemands une série de 35 tests au cours d'un vol connu sous le nom de vol d'acceptation. Un vol d'acceptation, c'est un vol pendant lequel un équipage spécialement formé testera tous les systèmes, y compris les systèmes alternatifs. Ok, triple 8 Tango. Départ sur 3 novembre. 3 novembre. Tu as ça? Oui, je l'ai. Le directeur des tests et les pilotes passent en revue le programme des tests et s'accordent point par point sur ce qu'ils vont faire. C'est un moment très intense car il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Triple 8 Tango. Autorisé décollage piste 33. Autorisé décollage piste 33. Ok, très bien, messieurs. Allons-y. Il n'y a pas de passagers commerciaux sur ce genre de vol. Mais 3 ingénieurs et un fonctionnaire de l'aviation civile néo-zélandaise sont du voyage. Après les tests, ils resteront à bord pour rentrer en Nouvelle-Zélande. Ils sont sur le point d'endosser la responsabilité de la maintenance de l'appareil. Le fait que des ingénieurs soient très proches de l'avion pendant une période prolongée est une bonne chose, notamment pour la sécurité. C'est la procédure idéale. Pour Air New Zealand, le succès du vol d'acceptation est crucial pour pouvoir remettre cet A320 en service commercial le plus vite possible. V1, rotation. L'Airbus A320 est l'un des avions de ligne les plus automatisés du monde. Le plus gros du pilotage est confié à ses systèmes informatiques, ce qui réduit le risque d'erreur humaine. Il est différent de beaucoup d'avions conventionnels, car il se pilote par le biais d'un ordinateur.
mais sa maniabilité est excellente. Le premier test Train sur rentrée. vérifie la remontée du train d'atterrissage. Top. Il faut s'assurer que le train se verrouille dans un délai donné. « 14, c'est bon. Triple 8 Tango. Montée niveau 180. À Bordeaux, un contrôleur prend l'Airbus en charge une fois qu'il a quitté l'espace aérien de Perpignan. Bien reçu. Montons niveau de vol. 180. D'après le plan de vol, l'avion doit atteindre la côte ouest de la France et revenir à Perpignan en 2h30. L'itinéraire devrait permettre de tester presque tous les systèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la montée? Il faut monter au niveau de vol 310 et virer à droite à 33 degrés. Vérifier que l'avion tient l'angle de gîte et qu'il retrouve son assiette passé 33 degrés. Brian Orell demande au pilote d'entamer un virage serré. D'accord. Une manœuvre si radicale nécessite une autorisation. Je les appelle. Triple 8 Tango, est-ce que nous pouvons effectuer un ou deux 360? Nous sommes en vol d'acceptation et nous aurions besoin d'un peu d'espace pour faire quelques procédures. Le contrôleur pense que c'est dangereux. Vous ne pouvez pas manœuvrer au milieu du trafic aérien. Ce type de vol est interdit. Très bien. Mais, à vrai dire, c'était justement l'objectif de ce vol. L'espace aérien européen est rempli d'avions qui volent dans toutes les directions. Si cela risque de perturber le trafic, le contrôleur aérien n'a pas d'autre choix que de rejeter la requête. Le commandant Capel ne discute pas. Bon, pas de souci. On rentre à Perpignan. Ça les a sans doute un peu ennuyés, mais les professionnels savent s'adapter. Alors ils se sont dit, on va faire avec et on reprendra plus tard. Triple 8 Tango, descendez niveau 310 et tournez à droite. Tournons à droite. Triple 8 Tango. L'Airbus va maintenant faire demi-tour à l'est de Bordeaux et retourner à Perpignan. 20 minutes plus tard, le contrôle aérien de Perpignan le voit réapparaître sur le radar. Mais alors que l'avion descend, il commence à devenir incontrôlable. Il cabre sans arrêt. Il cabre! Il s'incline dangereusement. Vous croyez que c'est normal? Poussez le stick. Le commandant de bord augmente les gaz et pousse sur son manche pour abaisser le nez. Sans succès. Le pilote pousse le mini-manche. C'est clairement une tentative de rabaisser le nez. Et je crois qu'il ne comprend pas pourquoi l'avion ne répond pas, bien qu'il pousse la manette des gaz quasiment à fond. Rentre les volets. Rentrer les volets réduit la traînée et devrait rendre l'avion plus contrôlable. Mais rien n'y fait. L'Airbus plonge vers la mer. Oh non! Au secours! Triple 8 Tango, contactez la tour. Triple 8 Tango, contactez la tour. On a une urgence. Les secours foncent jusqu'à la dernière position connue du vol 888. Mais ils ne trouvent aucun survivant. À l'évidence, il s'agit d'une nouvelle particulièrement terrible et accablante pour les familles des personnes concernées partout dans le monde. Les recherches se poursuivent jusque dans la nuit. Les enquêteurs interrogent des témoins sur les derniers instants du vol. En fait, j'étais en voiture et j'allais vers là-bas et j'ai vu l'avion passer au-dessus de moi. Il a piqué d'un coup? Il a piqué d'un coup. Voici la carte des lieux.
Les enquêteurs du BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, sont chargés de déterminer ce qui s'est passé. L'avion est tombé ici. Sébastien David dirige l'enquête. La première phase des opérations de recherche maritime consistait à localiser précisément l'épave. Son équipe et lui subissent une pression énorme. Mobiliser tous nos moyens. L'Airbus A320 est l'un des avions de ligne les plus répandus. De nombreux exemplaires de cet avion volent partout dans le monde. C'est également le premier à utiliser des commandes informatisées. Sur l'A320, c'est l'informatique qui pilote la plupart du temps. Si les ordinateurs de vol de l'avion s'avéraient défaillants, de très nombreuses vies seraient en danger. Les enquêteurs doivent rapidement trouver la cause du crash avant qu'un autre accident ne se produise. Personne n'a survécu au crash du vol XL Airways 888. Des familles endeuillées arrivent en France pour récupérer les corps de leurs proches. Je ne m'attendais pas à me retrouver toute seule, à 34 ans. Comme ça. Des cadres d'Air New Zealand sont également présents. Je me suis engagé vis-à-vis des familles à rester ici jusqu'à ce qu'on puisse ramener les corps ou jusqu'à ce qu'on soit en mesure de déterminer que ce n'est pas possible. C'est quoi un vol d'acceptation? Le caractère particulier du vol complique le travail des enquêteurs. On n'avait aucune référence pour ce type de vol. Il n'y avait aucun cadre défini. Il se pourrait que personne ne sache jamais ce qu'a fait l'équipage, à moins qu'on retrouve les boîtes noires de l'Airbus. Nous devons envoyer une équipe de plongeurs au fond de la mer pour retrouver l'avion. Mais le mauvais temps empêche les plongeurs de localiser l'épave. Les conditions météo se dégradant, les équipes de recherche et de secours m'ont à nouveau assuré personnellement qu'elles mettaient tout en œuvre pour localiser le plus rapidement possible les 2 enregistreurs de vol. Yann Torres dirige les recherches. Le fait d'avoir beaucoup de vent et beaucoup de houle en surface brassait l'eau et donc rendait la visibilité au fond déplorable, c'est-à-dire entre 50 cm et 1 mètre. Les équipes de recherche utilisent un sonar pour repérer les débris de l'avion sur le fond marin. Et ça a pu être fait grâce à l'utilisation d'un dragueur de mine de la Marine nationale qui, en utilisant un sonar, a permis de déterminer les grosses parties d'épave. Mais il ne suffit pas de retrouver l'épave. Le plus long sera de la remonter à la surface. Il montait comme ça quand vous l'avez vu? Les enquêteurs demandent à des témoins de décrire les mouvements de l'avion. Certains d'entre eux ont mentionné une trajectoire inhabituelle. Les témoins disent qu'ici, il montait. Et qu'à cet endroit, il descendait. Et ici, il semble avoir perdu le contrôle de l'avion. Ces témoignages étaient cruciaux pour le début de l'enquête. Les enquêteurs se demandent si les pilotes n'ont pas perdu le contrôle en faisant un test dangereux. Ils interrogent les contrôleurs. Ils voulaient faire des 360. Nous sommes en vol d'acceptation et nous aurions besoin d'un peu d'espace pour faire quelques procédures. Je leur ai dit non. Ils apprennent que les pilotes avaient demandé à effectuer quelques tests, mais que le contrôleur avait refusé. Ce type de vol est interdit. Bon, pas de souci. Dans ce cas, on va rentrer à Perpignan. Puisque le test a été annulé, la trajectoire étrange de l'avion doit s'expliquer autrement. Trois jours après le crash, une avancée majeure. L'équipe de recherche retrouve les boîtes noires. L'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique pourraient contenir des indices essentiels. Allez-y tout doucement. Johan Condette est enquêteur au BEA. Les enregistreurs ont été récupérés très rapidement, ce qui nous a en fait
permis de supposer que nous allions récupérer aussi également très rapidement les données des enregistreurs. Les boîtes noires sont inondées d'eau de mer. Il faut faire sécher les cartes mémoire pour pouvoir récupérer les données. Vu que le boîtier protégé a été immergé et qu'il n'est pas étanche, c'est la raison pour laquelle en fait on l'ouvre, on retire les différentes protections qui enrobent les cartes qui contiennent les données, et une fois cette carte extraite, nous la séchons puis effectuons la lecture. Mais cette fois, cela ne fonctionne pas. Mince. Il doit rester de l'humidité. Donc nous n'avons pas réussi à récupérer les données des enregistreurs. En principe, nous avons un laboratoire qui sert à cela, qui a été développé pour ça. Et donc il a été très frustrant de ne pas réussir à récupérer ces données issues des enregistreurs. Les enquêteurs pensent que les circuits pourraient être profondément imprégnés. Impatients de savoir ce qu'ont fait les pilotes du vol 888, ils envoient les boîtes noires chez leurs fabricants aux États-Unis. Et Honeywell en fait possède un outil spécifique qui permet de lire les cartes individuellement. Paraissait être le moyen le plus rapide initialement pour récupérer les données. En attendant l'extraction des données, les enquêteurs s'intéressent à l'épave repêchée au fond de la mer, notamment à des pièces provenant des réacteurs. Si les moteurs sont tombés en panne, cela pourrait expliquer pourquoi l'avion s'est abîmé en mer. Des aubes de turbines tordues fournissent un indice important. Et donc l'exploitation de ces films nous a permis de voir que des dommages étaient très importants sur les aubes de fan et pouvaient vraisemblablement coïncider donc avec des moteurs qui ont impacté l'eau avec une vitesse de rotation importante. La nature des dommages indique que les moteurs fonctionnaient normalement au moment de l'impact. Pas de problème de ce côté-là. Les ingénieurs ont travaillé dessus pendant 3 semaines. Les enquêteurs étudient les carnets d'entretien de l'A320. Essayez de trouver des indices. Ils savent que les ingénieurs ont passé 3 semaines à préparer l'avion pour son retour dans la flotte d'Air New Zealand. Si l'Airbus a eu un problème mécanique ou une défaillance, cela devrait être noté dans le dossier. Mais il n'y a pas la moindre allusion à un quelconque problème. Alors, du nouveau? Rien? Ils étaient non seulement convaincus que l'avion était sûr, mais aussi que son état répondait aux obligations contractuelles. Les enquêteurs n'ayant toujours aucune idée des causes de l'accident, il est plus important que jamais de récupérer les données des boîtes noires. C'était très frustrant. On était sûr que ces données nous aideraient à comprendre ce qui s'était passé, mais il fallait attendre. 6 semaines après le crash, les enregistreurs de vol sont réparés et les enquêteurs peuvent enfin écouter les conversations enregistrées dans le cockpit. Nous sommes en vol d'acceptation et nous aurions besoin d'un peu d'espace pour faire quelques procédures. Ce qu'ils entendent confirme que le contrôleur n'a pas autorisé l'équipage à effectuer des tests. Vous ne pouvez pas manœuvrer au milieu du trafic aérien. Ce type de vol est interdit. Soudain, une phrase attire leur attention. On n'a pas encore fait de VHF-3 ? Il faut essayer. Malgré le refus du contrôleur, l'équipage continue à tester l'avion. Bien, on fait un VHF-3. Stop. En arrière. Les enquêteurs recensent les tests effectués par l'équipage. Bien, on fait un VHF-3. Système de navigation 2. Le fait que le contrôleur aérien n'ait pas autorisé les pilotes à faire un 360 les a poussés à improviser pour pouvoir suivre le programme de vol. Triple 8 Tango, descendez niveau de vol 310 et tournez à droite. Tournons à droite, triple 8 Tango. L'équipage trouve le moyen de faire quelques tests pendant le retour vers Perpignan. Bon, très bien. Pendant le virage, inclinez à 33 degrés puis à 45. Profitant d'un virage à droite, le commandant de bord teste le système qui limite l'inclinaison de l'avion.
Lâchez tout. Puis, il attend que l'ordinateur de bord rétablisse l'assiette. Très bien. Voilà, parfait. Test d'angle de gîte 7. Les tests sont dans le désordre. Ils improvisent. Ils ont compris qu'ils ne pourraient pas faire tous les tests et se sont demandé que faire pour exploiter au mieux le temps qui nous reste. La survitesse. Ils ont suivi le programme de vol en profitant des opportunités qui se présentaient à eux. Je déclenche l'alarme de survitesse. De nombreux tests activent les systèmes de sécurité et font sonner des alarmes dans le cockpit. Voilà. Vous pouvez couper l'alarme. Sur vitesse 8. L'équipage parvient à effectuer 12 tests en tout juste une demi-heure. Ils bossaient dur. Un vol d'acceptation est très agréable pour le pilote. Mais c'est un environnement très difficile, parce qu'il faut faire plein de choses avec l'avion. Alors que l'Airbus descend sous les nuages, l'équipage entrevoit une occasion de faire un nouveau test. Alors, on fait quoi? Vérification à basse vitesse. Ce test nécessite de faire ralentir l'avion bien en dessous de sa vitesse normale pour déclencher les protections automatisées et noter leur comportement. Quand l'Airbus ralentit trop, le calculateur de commande de vol est censé augmenter automatiquement la vitesse pour maintenir une portance suffisante. Passons sous les nuages. Il vaut mieux ne pas voler lentement à très basse altitude. Ce genre de test se fait à 10 000 pieds. De cette façon, si un problème survient, vous avez assez de marge pour manœuvrer et le résoudre. Moteur au ralenti. Cabré. Voler à fond. Le commandant de bord ralentit et attend que les protections automatiques s'activent. Mais cette fois, il ne se passe rien. Soudain, le test vire au cauchemar. Il cabre sans arrêt. L'antidécrochage n'a pas fonctionné. Pourquoi l'avion ne répond pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Y a-t-il un autre problème? C'est un diagnostic qu'on n'a pas beaucoup de temps pour établir. La question centrale qui revient sans cesse, c'est pourquoi l'avion ne répond pas comme il l'a toujours fait auparavant? Les systèmes de protection automatique d'Airbus se sont révélés précieux sur d'autres vols. En 2009, juste après un décollage de New York, une volée d'oies détruit les deux moteurs d'un Airbus A320 d'US Airways. Alors que le pilote Sully Sullenberger s'apprête à amérir sur le fleuve Hudson, l'ordinateur de vol ajuste automatiquement l'angle de l'avion par rapport au vent, c'est-à-dire son angle d'attaque. Ce qui l'empêche de décrocher et sauve la vie de tous ses occupants. Les enquêteurs se demandent si le crash du vol 888 ne vient pas de mettre à jour un vice caché dans l'un des systèmes de sécurité les plus célèbres du monde de l'aviation. Un défaut qui menacerait quotidiennement la vie de milliers de passagers. Il a fallu qu'on comprenne quelles conditions auraient pu mener à cette situation. Alors que l'enquête sur le crash du vol 888 se poursuit, le BEA est informé d'une nouvelle catastrophe aérienne. Un Airbus A330 d'Air France s'est abîmé en mer au large du Brésil. Ses 228 occupants ont tous été tués. Sébastien David perd certains de ses meilleurs enquêteurs qui sont réaffectés à l'enquête sur le crash d'Air France. L'équipe qu'on avait constituée au départ a été scindée en deux, ce qui a beaucoup compliqué la suite de l'enquête. Monsieur David, j'ai les données des sondes d'incidence.
Impeccable. Les enquêteurs espèrent que l'enregistreur de données du vol XL Airways 888 expliquera enfin ce qui s'est passé au-dessus de Perpignan. Des capteurs clés livrent des informations surprenantes. Étrange. À mi-chemin du vol, 2 sondes vitales ont cessé de fonctionner exactement au même instant. On sait qu'ils étaient en descente, mais les sondes indiquent qu'ils montaient. Les sondes d'incidence agissent comme des petites girouettes situées sur le fuselage de l'avion. Elles pivotent pendant le vol. Leur mouvement aide l'ordinateur à contrôler la position de l'avion et à ajuster automatiquement les systèmes de vol afin de maintenir la portance. C'est un paramètre que l'avion calcule continuellement. Et c'est d'une importance vitale pour prévenir les pilotes d'un décrochage imminent. Si les sondes se sont bloquées et ont cessé de fonctionner, cela pourrait expliquer pourquoi l'ordinateur n'a pas détecté que l'avion se cabrait dangereusement. Il faut qu'on examine ces sondes. Mais elles reposent encore au fond de la mer. Je pense que la totalité des forces de gendarmerie étaient mobilisées pour cette recherche, puisqu'on leur a bien fait comprendre que c'était vraiment important pour l'enquête. L'épave est à une telle profondeur que les plongeurs doivent se relayer par équipe pour éviter les accidents de décompression. Le fait de plonger à 40 mètres, ça commence à devenir ce qu'on appelle l'espace lointain, et donc les temps d'exposition sont beaucoup plus courts du fait qu'il faut ça bien sûr quand ce sont des plongées à l'air. C'est vraiment de l'air comprimé. La chance sourit aux enquêteurs. Après 2 jours de recherche, les plongeurs parviennent à récupérer les 2 sondes. L'une était toujours attachée à un morceau de fuselage. La deuxième était posée toute seule sur le sol, donc avec juste la palette rompue. Les enquêteurs testent le mécanisme qui permet aux sondes de pivoter. Alors ? Il fonctionne parfaitement. Il était très difficile d'imaginer qu'un problème technique ordinaire ait bloqué les 2 sondes d'incidence au même moment et sur la même valeur. Cette défaillance des sondes est apparemment inexplicable. Il y a bien une raison. Je veux revoir les données du FDR. Sébastien David réexamine les paramètres de vol et cherche tout ce qui pourrait expliquer pourquoi les 2 sondes ont cessé de fonctionner au même instant. Je n'ai jamais entendu parler d'une panne simultanée des 2 sondes d'incidence. Il trace la courbe de l'altitude et de la température correspondante pendant tout le vol. Moins 50 degrés à 32 000 pieds. En haute altitude, l'air extérieur est extrêmement froid. Cela l'interpelle. Les sondes peuvent geler? S'il y avait eu de la glace dans le mécanisme des sondes, elles auraient pu se bloquer. Ce qui expliquerait qu'elles soient tombées en panne en même temps. Il cabre sans arrêt. Renvoyant à l'ordinateur des valeurs d'incidence erronées pendant le reste du vol. Il cabre. Avec les 2 sondes d'incidence gelées, l'ordinateur de vol ne pouvait pas recevoir l'information qui lui permettait de dire au pilote « Vous atteignez un angle d'attaque critique ». Les enquêteurs se demandent si pendant un orage, de l'eau ne s'est pas infiltrée dans les sondes avant de geler. On a étudié les conditions météorologiques au moment du vol pour savoir si elles étaient susceptibles d'avoir conduit au blocage des sondes d'incidence. C'est une impasse. Il faisait beau ce jour-là. L'avion n'a pas rencontré de mauvais temps. Si de l'eau s'est infiltrée dans les sondes, c'est arrivé au sol, pas en vol. Mais ces pièces sophistiquées ne craignent pas la pluie. Bon, l'eau aurait dû parcourir tout ce chemin jusqu'ici. Pour entrer dans la sonde et geler, l'eau aurait d'abord dû s'infiltrer par un long canal sinueux. Il semble que l'origine de la panne soit ailleurs. La tranche d'une des sondes fournit une nouvelle piste intéressante.
Elle est recouverte de plusieurs couches de peinture. Tout ça devrait être décapé. Qu'est-ce que les peintres ont fait d'autre? Les enquêteurs visitent le hangar où l'avion a été révisé pendant 3 semaines. Ils apprennent que l'Airbus a été repeint. Les couleurs de XL Airways ont été remplacées par celles d'Air New Zealand. Cela nous a poussé à enquêter sur les travaux de peinture, car les sondes d'incidence nécessitent des protections spécifiques. La procédure exige que les sondes soient couvertes pour ne pas être obstruées par de la peinture. Quand on peint un avion, c'est comme pour une voiture. Il faut protéger certaines pièces. Dans le cas d'une voiture, on recouvre les phares pour qu'il n'y ait pas de peinture dessus. C'est une comparaison simpliste, mais à un niveau bien plus complexe, c'est la même chose pour un avion. Les enquêteurs envisagent la possibilité que les sondes soient tombées en panne à cause d'une négligence lors des travaux de peinture. C'est évident que l'intérêt de l'enquête s'est focalisé un petit peu sur ce point pour voir s'il y avait une possibilité de blocage par de la peinture qui aurait adhéré et empêché donc la rotation de la girouette. Les données des sondes d'incidence extraites de la boîte noire sont réexaminées. Si de la peinture avait obstrué les sondes, cela aurait causé des problèmes pendant tout le vol. Montant niveau de vol 180. Mais les données indiquent que les sondes ont cessé de fonctionner 22 minutes après le décollage. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la montée? D'ailleurs, les enregistreurs montrent que la sonde est vivante sur le début du vol. Il faut qu'on voit ces sondes. Les enquêteurs ont conclu que la peinture n'est pas en cause. La défaillance des sondes doit s'expliquer autrement. Ils remarquent autre chose dans les carnets d'entretien. Après les travaux de peinture, l'avion a dû être nettoyé. Il y avait de la poussière sur le dessus de l'avion. Et les équipes de maintenance ont dû retirer cette poussière. Dites-moi comment vous avez nettoyé l'avion. Normalement, les techniciens utilisent un chiffon propre pour retirer la poussière. Mais cette fois-ci, ils ont utilisé une lance à eau. Les travaux de peinture avaient pris un peu de retard. Il était plus rapide de rincer l'avion à l'eau que d'utiliser un chiffon propre pour enlever la poussière. L'arrosage des sondes avec une lance à haute pression pourrait expliquer comment l'eau s'est infiltrée si profondément. Mais les enquêteurs ont besoin de preuves. Ils montent une sonde sur un banc d'essai et reconstituent la procédure de nettoyage. Ok, allez-y. Donc dès lors qu'on a eu l'information que l'avion avait pu être rincé avec donc un tuyau branché sur le réseau d'adduction générale, donc on s'est procuré les caractéristiques de pression et de flux. Ok, c'est bon, stop. Allez. Très bien, emportons ça au labo. Ensuite, ils placent la sonde dans une chambre froide. Ils recréent les températures régnant à 32 000 pieds. À ce stade, on a retiré la sonde de la chambre environnementale et on a procédé donc à une ouverture. Je crois qu'il y a bien de la glace à l'intérieur. C'est coincé. L'expérience semble confirmer l'intuition des enquêteurs. De l'eau aurait pu geler à l'intérieur des sondes et les bloquer. Mais ils doivent encore effectuer un dernier test pour en être sûrs. On a procédé à un vol d'essai pour vérifier quelle pouvait être la température à l'intérieur des sondes. C'était la première fois qu'un test de ce genre était effectué, car personne n'avait idée de la température qui pouvait régner à l'intérieur d'une sonde d'incidence. Ils inondent les sondes d'un Airbus A320 et reconstituent le vol 888. À basse altitude, les sondes fonctionnent parfaitement. Jusqu'ici, ça va. Mais quand l'avion atteint 32 000 pieds, la température à l'intérieur des sondes chute en dessous de zéro. Ça y est. Les sondes sont bloquées.
L'eau gèle et les sondes cessent de fonctionner. C'est bon. Ils peuvent rentrer. Ceci explique que l'ordinateur de vol n'ait pas empêché l'avion de décrocher lors de la vérification à basse vitesse. Moteur au ralenti. Cabré. Voler à fond. Quand les sondes sont gelées, l'ordinateur ne peut pas calculer le véritable angle d'attaque de l'avion. Les calculateurs de commande de vol ne peuvent réagir qu'en fonction des données qu'ils reçoivent. En l'occurrence, les deux valeurs d'incidence étaient erronées et l'ordinateur n'avait aucun moyen de le savoir. Il cabre sans arrêt. Cabre! Les sondes d'incidence étant bloquées, elles ne pouvaient pas activer les protections basse vitesse que l'équipage attendait. Les systèmes de sécurité de l'appareil sont inhibés. Mais un mystère subsiste. Poussez le stick. Juste avant le crash, le commandant de bord tente une manœuvre. Le dernier niveau de protection, c'est l'équipage. Il augmente les gaz tout en poussant son mini-manche vers l'avant pour rabaisser le nez de l'avion. C'est la procédure classique pour éviter le décrochage. Mais c'est peine perdue. L'avion continue de cabrer jusqu'à perdre sa portance et tomber en chute libre. Ils ont essayé de baisser le nez en poussant le mini-manche, mais leurs efforts n'ont pas suffi. Reste à comprendre pourquoi. Une simulation par ordinateur aide les enquêteurs à analyser le dernier test du vol 888, la vérification à basse vitesse. Moteur au ralenti, cabré, voler à fond. Ok, d'accord. Allons-y. Le commandant Capel ralentit volontairement pour le test. Mais l'ordinateur laisse la vitesse descendre trop bas, en dessous du minimum requis pour que l'avion puisse voler. Leur vitesse est descendue à 100 nœuds. C'est effectué à la valeur théorique. Si ce n'est pas le cas, vous arrêtez. Dans ce cas-là particulier... Stop. Les enquêteurs remarquent un avertissement sur l'écran de pilotage peu avant le crash. C'est quoi? Ils apprennent que ce message signifie que l'ordinateur de vol n'aide plus l'équipage à piloter l'avion. L'Airbus est passé en mode entièrement manuel. Donc un message rouge apparaît au milieu du PFD, vous indiquant d'utiliser manuellement le trim de profondeur. Donc le message en anglais est Use Man Pitch Trim. Ce message apparaît quand l'ordinateur reçoit des données contradictoires. Les sondes gelées l'informent que l'avion vole à plat, alors que d'autres capteurs relaient sa position à cabrer extrême. Quand l'avion a commencé à recevoir des données qu'il n'arrivait pas à interpréter, il a délibérément passé le relais. Il s'est dit, il y a un problème inconnu, c'est au pilote de le régler. L'avion a rendu le contrôle au pilote ici. Il semble que l'équipage du vol 888 n'ait pas vu ou pas compris le message envoyé par l'ordinateur. Poussez le stick. Le commandant de bord pousse sur son mini-manche pour tenter de rabaisser le nez. En mode manuel, c'est insuffisant. L'équipage doit aussi actionner la roue de compensation pour rétablir l'incidence. Les pilotes devaient compenser l'assiette manuellement. Mais ils ne le font pas. Il se retrouve alors dans une situation critique. L'avion n'accélère pas, son nez se relève, il est très difficile de le rabaisser et il vole à basse altitude. Les deux pilotes ont tout tenté pour se rétablir et reprendre le contrôle de l'avion. Mais ils n'ont pas entièrement compris la situation. Les enquêteurs vérifient les qualifications des pilotes. Un entraînement insuffisant pourrait expliquer qu'il n'ait pas réagi correctement aux avertissements. Le commandant de bord, qui était le pilote en fonction, était le directeur des opérations de sa compagnie aérienne. Son copilote était très qualifié. Et le pilote d'Air New Zealand, qui était assis sur le siège d'observateur, était lui aussi un commandant de bord très expérimenté. Rien à signaler. Leurs dossiers sont irréprochables.
C'était un équipage chevronné. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi un équipage si compétent n'a pas réagi rapidement quand l'avion s'est retrouvé en danger. Ils pensent que c'est peut-être dû en partie au caractère particulier de ce vol d'acceptation, qui visait à tester les limites de l'Airbus. Bon, très bien. Pendant le virage, incliné à 33 degrés puis à 45. D'accord. Chaque fois qu'un test est effectué, lâchez tout. Les automatismes règlent les problèmes. Bon, très bien. Voilà, parfait. Même les alarmes n'inquiètent pas les pilotes. La survitesse. Je déclenche l'alarme de survitesse. Ils comptent sur l'Airbus pour tout rectifier. Voilà, vous pouvez couper l'alarme. Ils faisaient trop confiance à leur avion. L'équipage a laissé la vitesse descendre aussi bas parce qu'il était confiant dans le bon fonctionnement de l'appareil. Malheureusement, ils l'ont laissé tellement ralentir qu'il a commencé à décrocher. Poussez le stick. Ensuite, ils ont dû rattraper le décrochage. Et ils avaient peu d'altitude pour manœuvrer. Rentre les volets. Dès l'instant où l'avion décroche, le sort des 7 occupants du vol 888 est scellé. Oh God! Oh non! Oh God! Au secours! Bon sang! Notre marche vers l'automatisation n'est pas près de s'arrêter. Et c'est une bonne chose. Avant, on apprenait d'abord à piloter l'avion, puis à maîtriser les automatismes. Avec les avions récents, les automatismes font partie intégrante de la formation. Mais il faut que l'interface entre les pilotes et les automatismes s'améliore et arrive à maturité. Le rapport officiel du BEA cite plusieurs facteurs ayant contribué au crash, comme les procédures de nettoyage de l'avion et la décision d'effectuer des tests à basse altitude. Vérification à basse vitesse. Il préconise aussi des règles plus claires pour les vols d'acceptation et plus d'entraînement pour rattraper les décrochages. Cela a conduit le BEA à recommander d'entraîner les pilotes aux techniques de récupération en situation de décrochage. Un meilleur entraînement aux situations de perte de contrôle est nécessaire pour tout pilote. La perte de contrôle est la principale cause de mortalité dans tous les domaines de l'aviation. C'est donc un problème sur lequel toute l'industrie doit se concentrer pour continuer à améliorer la sécurité. Messieurs, bonjour. Les vols d'acceptation continueront. Les vols de contrôle de maintenance sont nécessaires dans l'aviation. Faites vos ceintures. Nous devons donc retenir ces leçons, parce que nous referons ce genre de vol.